Montreal is a very particular city in that it developed as a port city. So it was one of the biggest cities, it was one of the most economically powerful cities in North America for a very long time. Montreal was one of the biggest rail hubs for North America. So someone traveling from Toronto to New York would likely go through Montreal. C'est entre 1918 et 1921, alors que la prohibition sonnait partout sur le continent. Au Québec, on a décidé, au contraire, de prendre contrôle de la consommation et de la production d'alcool et de créer ce qui est l'ancêtre de la Société des alcools, la Commission des liqueurs. On n'appelait ça pas la SAQ, on appelait ça la Commission des liqueurs. Et c'était grillagé, très gros, très solide, comme les banques d'ailleurs. Puis vous donniez votre commande, puis on allait à l'arrière chercher la boisson. Quand on a mis sur pied la Commission des liqueurs, c'était pas juste une réglementation provinciale, c'est une expérience sociale, c'est-à-dire de se donner certaines balises de consommation, puis d'essayer, au lieu d'éradiquer, ou en tout cas de prohiber la consommation, de la baliser, de la contrôler, de la rendre saine. So it was always available. And with that sort of combination of people passing through town and alcohol, what ended up happening was a really strong nightlife in Montreal. C'est une ville de fête où on peut facilement fêter jusqu'à 4-5 heures du matin, même si la réglementation municipale demande que les bars ferment à, disons, 1 heure ou 2 heures. On peut fêter toute la nuit. C'était des buveurs, les comédiens, les chanteurs, les musiciens, les danseurs. Ça buvait, mais ça fumait des cigarettes, mais pas de drogue. J'en connais pas. J'ai pas connu ça du tout. Drugs was not a problem. The problem was alcohol, prostitution. Quand t'emmenais un voyage à telle place, ils donnaient pour boire, fait qu'on allait boire. Tu pouvais boire 24 heures par jour à Montréal, si tu avais l'argent. There were places that stayed open half the night. They were called blind pigs. Un blind pig, ben écoutez, c'est difficile de traduire. D'abord, un blind, c'est aveugle, puis un pig, c'est un cochon. Mais un blind pig, c'est une place de boisson, de vente de boissons illégale. Ça n'a pas nécessairement de la boisson de qualité, c'est de la boisson qui a été contrefaite. Des clubs qui étaient légaux, puis mettons qu'ils fermaient à minuit, puis après minuit, ça devenait un blind pig. Blind pig, ça référait à l'idée que la police choisissait de se rendre aveugle à certains bars clandestins qui étaient souvent, tu sais, l'arrière-boutique d'un bar ou l'arrière-boutique d'un cabaret. Tout le monde savait, avait des adresses pour aller chercher ça. Des fois, tu sortais du bordel, tu allais au club, au Blind Pig. C'était sombre, il n'y avait pas de lumière. Protégé de l'anonymat, je suppose. À ce moment-là, ça buvait, ça sortait. Non. One for the road, un avant de partir en non, ça prenait un coup. Avant de... Des Singapore Sling. C'est un mélange de 2-3 rums. Il y avait le Zombie, qui était encore plus fort. Lui, il était plus cher, il était 4 piastres et quelque chose. Ça, c'était vraiment, là, tu étais quelqu'un si tu payais un Zombie. Lorsque vous pouviez boire un Zombie et marcher sur une ligne droite, vous étiez capable, on vous donnait un certificat. Il y avait des Flaming Flamingo. Ils te mettaient 5 sortes de liqueurs. Puis là, ils mettaient de l'alcool. Puis ils l'allumaient. Puis tu l'emmenais à table, ça faisait une flamme bleue. C'était le Flaming Flamingo. Comme tout idiote de l'époque, tu faisais... Puis ça te collait après. S'il y avait des clubs qui étaient ouverts le jour, une petite bière, c'était 35 cents. Puis à partir de 8 heures, c'était 65 cents. Mais la façon la plus sûre de faire dépenser quelqu'un dans un bar, c'est de servir des pretzels et des peanuts. C'est salé, puis on soif, puis ils boivent. C'est tout aussi simple que ça. Tu ne vas pas t'acheter une nouvelle brassière pour faire boire un gars, tu sais. Tu avais les danseuses et tu avais les mixeuses, OK? Et il y en avait qui faisaient les deux. Les autres, ils buvaient ce qu'on appelait le champagne cocktail. Et à chaque drink que la danseuse buvait, il y avait un swizzle stick où le bartender il mettait un swizzle stick de côté pour elle. Puis à la fin de la veillée, il comptait les swizzle sticks puis on leur donnait de l'argent. Il n'y a pas de salle de spectacle, de bar, de cabaret ou de spectacle de variété sans alcool. C'est très, très rare que ça se passe dans des endroits qu'on appelle dry, sec. Et donc ça a permis, dans le contexte de prohibition,
des artistes de Chicago et de New York de savoir qu'il y avait peut-être quelque chose qui se passait à Montréal, ou en tout cas, ça valait la peine d'aller y voir parce qu'on pouvait là-bas performer dans des bars où on pouvait aussi consommer de l'alcool légalement. Arrivé ici, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait qu'on ne connaissait pas, puis on a eu envie d'y participer. La scène afro-américaine qui a débarqué à Montréal, elle a permis de créer le Montréal Ville ouverte. Elle a découvert Montréal Ville ouverte, mais elle y a tout autant contribué. On ne sentait pas qu'il y avait de la drogue. Il n'y avait pas de drogue. S'il y en avait, je pense qu'il pouvait en avoir dans le Chinatown. Parce que j'avais entendu parler qu'il était très fort sur les pipes d'opium. He got this very sweet smell, and he didn't know what it was. Well, this was the start of marijuana. It was, I think, that new. You see what I'm saying? It was coming, but it certainly is not like it was in the 70s, the 80s, you know. Les stars, comme par exemple Lily St-Cyr, prenaient son métier très à cœur, mais d'un autre côté, derrière les rideaux, elle, c'était vraiment l'héroïne. Une drogue très dure, qui l'a tuée, qui l'a détruite. Le trafic international d'héroïne a aussi pris de l'expansion. Montréal, c'était vraiment la base opérationnelle de ce qu'on a appelé un peu plus tard la French Connection, c'est-à-dire la connexion française entre les Français, la pègre française importait la morphine de la pègre libanaise, qui elle-même importait l'opium de la pègre turque. Et c'était transformé soit par la mafia sicilienne dans des laboratoires clandestins, mais surtout par les Français, la pègre marseillaise, qui était dominée par les Corses. Quand le faisant d'Héreux était ouvert, Vic Cotroni s'était associé avec des frères Martin, qui étaient des Corses de Marseille, qui étaient déjà très impliqués dans la pègre marseillaise, qui avaient leur réseau de contacts. Et Montréal est devenu, à partir du début des années 50, fin des années 40, une plaque tournante majeure du trafic international d'héroïne. Et cette héroïne-là était redistribuée ensuite surtout sur le marché new-yorkais. Les Américains voulaient, eux autres, s'emparer d'une certaine façon de l'importation de l'héroïne. Mais à cause de la barrière de la langue, avec les Corses, il y avait plus de difficultés à s'entendre avec les Corses. Donc, c'est pour ça que le clan de Vic Cotroni devenait si important pour l'importation d'héroïne.